Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire sur le thème du nouveau visage de l'emploi suite à la crise sanitaire. Alors quels changements pour le monde du travail, quels impacts sur le marché de l'emploi? Nous allons répondre à ces questions avec Alain Roumillac, président de Manpower Group France. Bonjour Alain. Bonjour Marie. Alors ce webinaire se déroulera micro fermé, mais nous recueillons d'ores et déjà toutes vos questions via le chat qui est à votre disposition sur la plateforme. Alors Alain Roumillac, à l'heure du déconfinement, d'une relance économique massive, on va revenir avec vous sur la façon dont se dessine le marché du travail et sur les premiers signes du rebond en ce moment et aussi pour les mois à venir. Avant de démarrer, je voudrais juste revenir quelques secondes sur le dernier baromètre emploi qu'a publié Manpower Group le 9 juin dernier, un baromètre régulier puisqu'il s'agit d'un baromètre qui interroge chaque trimestre près de 60 000 employeurs dans le monde, dont plus de 1 000 en France, sur leurs intentions d'embauche pour le trimestre à venir. Ce dernier baromètre présente évidemment des résultats inédits au vu du contexte actuel, avec des chiffres au plus bas depuis la création de ce baromètre en 2003, ce qui m'amène, Alain, à ma première question. Ce baromètre annonce moins 11% d'intentions d'embauche pour le troisième trimestre 2020 en France, soit un recul de 22 points par rapport au second trimestre 2020. Comment analysez-vous ce chiffre et finalement, est-ce que c'est si surprenant? Alors, ça me semble pas surprenant. Il faut rappeler le contexte du moment où cette étude a été faite. Elle a été faite sur un peu plus de 1000 entrepreneurs en France et dans la deuxième quinzaine d'avril. Donc, on était au plus profond du confinement. Les intentions d'embauche, c'est le signe d'une confiance. Je pense qu'au moins à ce moment-là, et peut-être encore aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une grande confiance dans l'économie et dans son rebond. Donc c'est pour ça que ça ne nous a pas surpris qu'aujourd'hui, il y ait plus d'entreprises qui pensent qu'elles vont détruire des emplois qu'il y en a qui vont en créer. Et d'ailleurs, on le voit dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Il y a d'abord des secteurs qui sont à l'arrêt, donc on peut penser que ceux-là vont détruire des emplois. Je pense à l'hôtellerie-restauration, mais il y a aussi un certain nombre de secteurs industriels. On va penser en premier au secteur aéronautique, qui redémarrera dans un certain temps. Et puis, on voit aussi que se multiplient aujourd'hui les annonces de mise en procédure de sauvegarde d'entreprises, la multiplication aussi d'un certain nombre de plans sociaux qui sont annoncés. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, il y a des secteurs importants de l'économie qui sont touchés, qui vont détruire des emplois, en tout cas dans les prochains mois, et que les secteurs qui, eux, vont bien se porter ne sont pas en mesure de compenser ce que vont être la baisse des secteurs qui aujourd'hui sont en difficulté. Alors justement, on y vient parce qu'il y a une grande disparité aujourd'hui entre les entreprises selon les secteurs d'activité. Est-ce qu'il y en a qui ont été épargnées par la crise? Alors, il y a celles qui ont continué à opérer pendant cette crise, le secteur de l'ensemble du monde hospitalier, bien évidemment, et plus largement donc du service à la personne. Il y a le secteur de la pharmacie, le secteur de l'agroalimentaire et le secteur de la logistique. Mais la logistique est encore liée à l'alimentaire, puisque l'ensemble des magasins non alimentaires étant fermés, toute la logistique qui était en ligne avec ces secteurs-là, elle a décru. Et puis, depuis donc la fin du confinement, il y a un secteur qui redémarre à un très bon niveau, c'est le secteur du bâtiment et des travaux publics, puisque les commandes étaient déjà là, il fallait terminer les chantiers, et donc on note un rebond relativement significatif sur cette activité. Pour les autres secteurs, il y a d'autres secteurs aussi qui ont continué bien sûr à très bien performer, parce que ce sont des éléments essentiels à toute vie sociale et économique. C'est bien sûr le secteur de ce qu'on appelle les utilities, l'eau, le gaz, l'électricité. Et puis bien sûr le domaine de la technologie et le domaine des télécommunications qui ont été extrêmement importantes pendant cette phase de confinement, et ce qu'on semble noter aussi, et ce qu'on voit nous au travers de notre activité dans le domaine des services numériques, c'est qu'il y a une reprise relativement forte de la demande, parce que je crois qu'un certain nombre d'entreprises se sont rendues compte qu'il fallait qu'elles accélèrent la mise en œuvre d'un certain nombre de projets digitaux, et donc ça va nécessiter des compétences et donc créer des emplois. Et vous faisiez référence au secteur de l'aéronautique, de l'hôtellerie-restauration. Au contraire, quels sont les secteurs en tension encore aujourd'hui?
Donc, ceux qui vous dites qui cherchent aujourd'hui des compétences, bon, je l'ai cité en particulier le secteur du numérique. Il semble que aujourd'hui, on était déjà avant la crise, dans un secteur en très forte tension, où donc on ne crée pas, en France, mais c'est à peu près partout dans le monde, suffisamment de compétences par rapport à ce que sont les demandes du marché. Donc, il y a d'ailleurs plein de dispositifs innovants qui permettent de créer ces compétences. Alors, on peut considérer que globalement, la phase de confinement a été une pause. Et donc, là encore, nous, quand on regarde notre activité sur ces sujets-là, la demande de ces dernières semaines était à peu près du même ordre que le niveau de demande que l'on avait dans la première quinzaine du mois de mars. Et puis, on a évoqué, donc ce secteur du numérique va être structurellement porteur comme il était avant. Et puis, j'ai déjà évoqué le secteur de la logistique, sans doute de façon un peu plus large que ce qu'il a été pendant la phase du confinement. Il y a une accélération du e-commerce pendant cette phase-là. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'entreprises qui, en sortie de confinement, ont annoncé qu'elles allaient se transformer, qu'elles allaient réduire leur empreinte en termes de magasins physiques et pour continuer à accélérer sur le e-commerce. Et donc, le e-commerce, ça a un impact donc, sur tous les sujets de la logistique. Et quand on regarde, nous, ce que notre demande aujourd'hui, mais bien sûr, en termes de préparateurs de commandes, en termes de livreurs, il y a une demande extrêmement forte et qui est structurelle et qui accompagne la montée en puissance de toute la problématique du e-commerce. Alain, quel est, selon vous, le meilleur moyen maintenant pour relancer l'emploi? L'emploi passera par la demande. Si les entreprises, je l'évoquais, l'emploi, c'est de la confiance. Et la confiance, elle vient du carnet de commandes. Donc, ce qui va être important, et c'est pour ça que je crois que le gouvernement a déjà commencé à être en support, et je crois est en train de travailler, éventuellement d'ailleurs dans le cadre d'un plan européen, sur un plan de relance de la demande à partir du mois de septembre, et ça va être un point extrêmement important. Si on prend par exemple un secteur très important pour l'économie, sur lequel nous opérons beaucoup, qui est le secteur de l'automobile, il est clair que le secteur de l'automobile redémarrera à partir du moment où les consommateurs retourneront dans les concessions et commanderont de façon massive, ou en tout cas au même niveau qu'ils commandaient avant. Tant qu'ils ne seront pas arrivés à ce niveau-là, il n'y a aucune chance que, par exemple, ils accroissent leurs effectifs et ils fassent plus d'emplois. Et c'est vrai dans bon nombre de secteurs. On évoque aussi, par exemple, le bâtiment et les travaux publics. Et donc, il y a une reprise pour terminer les chantiers. Mais c'est clair que dans les discussions qu'on a avec nos clients sur ce sujet-là, ils nous disent, ce qui se passe, c'est que maintenant, ce qui va être important, c'est est-ce que il va y avoir de nouveaux chantiers qui vont être lancés et donc qui permettront de savoir quel est le niveau d'emploi que l'on aura sur la fin de l'année. Donc là, la priorité des priorités, me semble-t-il, pour relancer l'emploi, c'est d'abord de travailler sur la demande, et puis après, se posera la question, une fois que la demande aura monté, on va se retrouver au un moment avec quelque chose comme 1 million de chômeurs en plus, donc il va falloir déjà absorber, je dirais, tous ces nouveaux chômeurs au travers de cette problématique de demande, et se posera ensuite la question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que, en fonction d'un certain niveau de demande, on fasse en sorte que cette demande soit la plus riche possible à l'emploi, mais on est en train d'essayer de réfléchir sur ces sujets-là et en discuter avec le gouvernement, mais c'est clair que c'est pas la priorité d'aujourd'hui. La priorité, c'est il faut qu'il y ait des carnets de commandes qui génèrent de la confiance et qui elle-même va créer de l'emploi. Alors, on l'a vu, la crise a mis en exergue certains métiers. Elle a aussi accentué les écarts entre ceux qui ont les compétences et ceux qui ne les ont pas. Quelle est votre vision sur ce point ? Je crois qu'un certain nombre de personnes disent que cette crise a accéléré l'ensemble des mouvements. C'est également ma perception. Et sur le sujet que vous évoquez. C'est-à-dire qu'on voyait depuis une quinzaine d'années un phénomène qu'on appelle donc la bifurcation entre, et nous on l'a quelque part théorisé sur cette base-là, entre ceux qui ont les compétences et ceux qui les ont pas. Et d'ailleurs avec un gap et un fossé qui se crée, c'est-à-dire que quand on regarde d'ailleurs le nombre d'emplois qui ont été créés sur ces 15 dernières années, il y a une baisse au niveau, on va dire, de la classe moyenne. Beaucoup de ces emplois, d'ailleurs, qui ont été automatisés et dont on pense, d'ailleurs, qu'ils vont être encore plus dans le futur avec de l'intelligence artificielle et des choses telles que celle-là. Et puis, de la création
sur plutôt des bas salaires et des emplois peu qualifiés, et puis de la création sur des emplois très qualifiés. Donc, ce que cette crise a aussi montré, c'est que non seulement, et donc dans cette bifurcation, vous aviez donc des gens qui avaient des difficultés pour s'insérer sur le marché du travail, des difficultés pour augmenter leur pouvoir d'achat, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle, et puis, à contrario, ceux qui étaient en haut de l'échelle, une capacité eux-mêmes à améliorer leur pouvoir d'achat parce que les compétences faisaient qu'ils étaient capables de négocier leur salaire et des choses telles que celles-là. Donc déjà, une grande disparité à ce moment-là est venu se greffer là-dessus le fait qu'en plus, il y en a qui ont été plus protégés que d'autres parce que il y en a qui ont été capables de télétravailler. Donc ceux qui avaient les compétences et qui pouvaient donc travailler à distance, et donc une grande majorité a été capable de télétravailler, alors que, on a bien vu, donc les caissières, les agents de sécurité, les agents de nettoyage, eux, ont été en première ligne pendant cette crise. Donc c'était pas obligatoirement quelque chose qu'on avait anticipé, mais qui finalement n'a fait que accentuer un phénomène que l'on voit déjà depuis une quinzaine d'années. Alors justement, vous parlez du télétravail notamment. Nos modes de travail ont été bouleversés ces derniers mois et le sont encore. Ils ont évolué en un temps record. Est-ce que cela va engendrer de réels changements selon vous dans les mois et années à venir au sein des entreprises ? Alors je le pense, et je vais juste citer, c'est manifestement ce que l'on perçoit, et je vais juste citer, nous on vient de terminer une étude, donc au niveau de Manpower Group, on a sollicité donc 6000 de nos collaborateurs permanents, 3500 ont répondu, donc ce qui est énorme, et on a un certain nombre de nos entités où les gens ont répondu à hauteur de 70% pour leur demander donc comment est-ce qu'ils voyaient le monde de demain. Alors d'abord, il va falloir sans doute le prendre avec des pincettes parce que on est encore dans un contexte où donc le virus est très présent et je pense où il impacte la vision des personnes qui ont aujourd'hui une appréhension pour prendre les transports en commun. Peut-être que d'ici quelques mois, ça sera assez différent. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il plébiscite de façon massive le recours au télétravail, mais le recours au télétravail, on va dire de façon sélective. C'est-à-dire que après, et ça se concentre, il y en a 80% qui nous disent du télétravail, oui, et 2 jours par semaine. Donc, avoir la possibilité de trouver un meilleur équilibre entre le travail sur le site et donc le télétravail, mais manifestement, ils ont envie sans doute de garder un lien social avec leurs collègues et donc de trouver un peu cet équilibre entre les deux. Donc, il va falloir qu'on s'adapte à cet environnement-là. Globalement, on a montré au travers de ce confinement d'abord que les outils existaient et la technologie existait. Et si je reprends encore notre enquête aujourd'hui, il y a un plébiscite pour les solutions qu'on a mis en œuvre et qu'on n'avait jamais testées, bien évidemment, à cette taille-là, mais qui ont montré leur résilience. Par contre, ce sur quoi il va falloir qu'on travaille maintenant, c'est sur de nouveaux modes et de nouveaux styles de management, puisque c'est pas la même chose de gérer des gens à distance ou de les avoir sur site. Et vraisemblablement, ça va aussi changer la notion de dynamique d'équipe, parce que une partie de la performance, c'est lié justement à cette dynamique d'équipe, à l'aspect un peu social de la vie que l'on a dans nos entreprises. Donc ça va la changer. Il va falloir qu'on trouve de nouveaux modes opératoires. Et je pense que ça va être les enjeux des entreprises, des dirigeants d'entreprise, des managers. Et donc ça va être notre enjeu, donc dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de voir comment est-ce qu'on pourra mettre ça en place, parce que nul doute que ce qu'on a été capable de mettre en œuvre dans une période de crise, on peut pas le laisser de façon structurelle. Ça va nous amener à changer, bien évidemment, nos espaces de travail, enfin, plein de sujets. Et typiquement, et je crois que la plupart des entreprises disent que leurs équipes ont été très performantes pendant cette phase-là. Simplement, ça peut pas être, encore une fois, un mode récurrent, sur un élément assez clé, c'est que quand vous allez accueillir de nouveaux arrivants, comment est-ce que vous les intégrez? Je pense que ça n'aurait rien à voir si ils intégraient une équipe qui ne fait que du télétravail. Donc, voilà, donc c'est comment est-ce que on fait le transfert de compétences, comment est-ce que
là encore, on intègre de façon sociale les personnes. Ça va sans doute nous amener à changer les choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'une notion de télétravail à 100% est sans doute assez peu adaptée. Mais bien évidemment, le monde va complètement changer sur notre façon de travailler. Et puis, je vous le dis, moi, ce que je note, c'est quand même beaucoup d'entreprises, beaucoup de dirigeants d'entreprises avec lesquels je discute, qui disent, ça m'a montré qu'il fallait que j'accélère ma transformation digitale. Donc, bon, on verra si ça va durer, mais en tout cas, pendant les mois prochains, va y avoir cette préoccupation de la distanciation physique et qui va faire qu'on va vouloir développer plus de la relation digitale que de la relation physique. Et donc, ça va aussi changer les façons de faire, les business models. Là encore, si vous êtes dans la distribution et si vous réduisez votre empreinte physique, ça aura des impacts sur l'emploi, sur la transformation des compétences. Donc, je pense que cette crise aura été un fabuleux accélérateur d'un certain nombre de tendances qui existaient déjà, parce que même cette notion de télétravail, sociologiquement, c'était déjà une demande relativement importante, mais ça va, je sais pas, hein, après, on verra, on essaiera d'anticiper, d'évaluer qu'est-ce que ça va nous faire progresser, mais sans doute que ça va faire accélérer de 5 à 10 ans les transformations qui étaient déjà en œuvre et qu'on vient d'évoquer sur un certain nombre de sujets. Et justement, pour conclure, Alain Roumillac, comment voyez-vous le rôle d'un groupe comme le nôtre, comme Manpower, dans cette reprise de l'emploi, et est-ce qu'il y aura des priorités? Donc nous, aujourd'hui, on est au cœur de tout ce qui est en train de se passer. Je l'ai déjà évoqué sur la partie services numériques. Donc aujourd'hui, on a une structure assez importante, 3500 collaborateurs, fournir les compétences, les bâtir. Et on est reparti dans une dynamique de croissance importante. Rien que la semaine dernière, on a eu un solde net entre nos entrées et nos sorties de 20 personnes. Donc voilà, ce serait presque un accroissement. Si on restait sur ce rythme-là, ce serait une croissance de 1000 personnes par an. Je pense qu'on va pas y être, mais c'est pour montrer quand même la vigueur de ce qu'est la demande aujourd'hui. Ensuite, on a nos activités qui accompagnent la transformation des entreprises, nos équipes de Talent Solutions et en particulier les équipes de Right Management qui aujourd'hui donc reçoivent un nombre de demandes très significatives justement pour accompagner toutes ces transformations d'entreprise, pour accompagner malheureusement un certain nombre de plans sociaux, mais aussi pour accompagner toutes les transformations qui sont des transformations de compétences et des choses telles que celles. Donc là, on est bien au cœur de ce sujet, de cette préoccupation. Et puis ensuite, on a nos activités de Manpower, et en particulier nos activités de travail temporaire. De toute façon, j'ai tendance à dire assez régulièrement, l'emploi repartira par nous. La confiance, j'ai dit la confiance, c'est la base de l'emploi, et la confiance, ça revient pas comme ça du jour au lendemain. Donc, et c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on a vu historiquement dans chaque sortie de crise, et celle-là étant encore plus profonde que les précédentes. En sortie de crise, l'emploi redémarre d'abord par le travail temporaire, pour que ce soit du travail temporaire, celui que l'on propose ou par des contrats courts, et puis ensuite, la confiance continuant à progresser, ensuite on bascule sur de l'emploi durable et sur des CDI. Alors bien évidemment, chaque entreprise a son contexte différent, mais de façon macro, c'est comme ça que ça va se passer. Donc aujourd'hui, il faut qu'on accompagne cette évolution. Il faut aussi qu'on accompagne nos salariés intérimaires. Un certain nombre ont perdu durablement leur emploi. Je pense en particulier à ceux qui travaillaient dans le domaine de l'aéronautique. On peut penser que si l'activité ne revient pas à la normale dans l'aéronautique, ne revient pas avant 2022, il va y avoir très peu d'opportunités pour ceux d'ailleurs qu'on avait formés tout au long de ces dernières années dans le domaine de l'aéronautique. Donc il va falloir que nous aussi, on les accompagne de façon temporaire, provisoire ou de plus longue durée, pour faire évoluer leurs compétences et pour leur proposer des missions dans d'autres environnements, parce que sinon, s'ils restent dans l'environnement aéronautique, dans les 2 prochaines années, ils vont se retrouver sans emploi. Et puis, on va avoir des entreprises qui vont être dans une dynamique importante. On a évoqué tout à l'heure le sujet de la logistique ou du transport, donc il va falloir qu'on soit là et qu'on soit capable d'accompagner ces entreprises qui recrutent pour trouver les compétences dont elles ont besoin.
Il faut qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on a beaucoup fait, nous soyons capables de rassurer aussi nos intérimaires qui vont chez nos clients pour bien démontrer que l'environnement est suffisamment sécurisé, que leur santé n'est pas en danger. Et puis, il faut qu'on s'adapte parce que tout ça, ça a un impact sur les territoires. Et on le voit bien, nous, aujourd'hui, il faut qu'on adapte nos dispositifs parce que, on va dire, notre demande et les emplois qu'on fournissait et qu'on fournira demain vont pas obligatoirement être aux mêmes endroits. Donc, il va falloir aussi que nous, on adapte nos ressources pour être là où il y a de la demande et, à contrario, là où il n'y en a pas, être quand même capable d'accompagner l'ensemble des demandeurs d'emploi pour essayer de leur trouver des opportunités, éventuellement de les aider sur des mobilités géographiques. Donc, au travers de l'ensemble de nos métiers, et puis bien évidemment sur le sujet du recrutement permanent, bien sûr, il y a une baisse de l'activité. À contrario, on va rentrer dans un autre phénomène, c'est-à-dire que les entreprises qui recrutent vont pas avoir obligatoirement plus de facilité pour recruter, en particulier des talents rares, parce que ce sera peut-être pas ceux qui, justement, seront demandeurs d'emploi. Et à contrario, on peut penser, c'est ce qu'on vit chaque fois en sortie de crise, qu'ils auront plus de frilosité à quitter leur emploi actuel pour changer d'entreprise. Donc, sans doute que la façon dont il va falloir qu'on gère nos missions de recrutement en support de nos clients vont être plus complexes. Donc, voilà. Donc, on est au cœur, nous, de l'ensemble de ces problématiques. Et on est en ordre de marche et on se prépare justement par rapport à tout ce qui est en train de se passer, de bien comprendre justement où va être la demande, comment on redéploie nos ressources. On a aussi accéléré tous nos sujets de transformation digitale. On a profité d'ailleurs de cette phase pour lancer une nouvelle génération de notre application mobile qui est utilisée déjà par 150 000 personnes, 150 000 utilisateurs uniques chaque mois. On a lancé et on est en train d'améliorer les dispositifs de notre portail client parce que là encore, ce sujet de distanciation et ce que j'ai évoqué tout à l'heure pour les autres entreprises et qui vont vers plus de digital, ça s'applique aussi pour nous. Donc, voilà, donc une accélération et un changement, une transformation par rapport à ce que nous faisons. Mais déjà aujourd'hui et dans les mois qui viennent, pour nous, de très nombreuses opportunités en support de nos clients, en support des bassins d'emploi, en support des demandeurs d'emploi, en support des pouvoirs publics, voilà, pour aider le plus grand nombre à traverser cette crise. Un grand merci Alain Romillac. C'est la fin de ce webinaire. Merci pour vos nombreuses questions posées sur le chat. Nous allons les traiter de façon individuelle et vous faire un retour. À très bientôt.